Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde saison des Jeudis du Biotesting, épisode 5, le rendez-vous mensuel pour garder en veille la communauté biotesting. Quelques informations tout d'abord pratiques sur le déroulé de ce webinaire. L'atelier se décompose en deux parties, une présentation de notre expert du jour pendant 30 à 40 minutes, puis la partie questions-réponses pendant 15 à 20 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du déroulé de l'intervention en cliquant sur QR en bas de votre écran. Nous ne prévoyons pas d'interaction à l'oral, mais uniquement via la messagerie Zoom webinaire. Cet atelier sera accessible en replay et nous vous transmettrons la présentation en PDF à l'issue de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de PCR digital en temps réel et de ses applications dans le contrôle qualité de thérapie génique. Et je vous propose d'accueillir chaleureusement notre intervenant du jour, Sébastien Avizou, spécialiste PCR Digital France chez Qiagen. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabien, bonjour tout le monde. Je te propose de pouvoir directement commencer ta présentation. D'accord. Donc effectivement, Sébastien Vizou, je suis spécialiste PCR digital chez Qiagen pour la France. Donc je vais vous présenter une nouvelle technologie PCR digital qui va vous permettre en fait d'effectuer un contrôle qualité au niveau de la thérapie génique et puis également de détecter des événements rares. Tout ça dans un mode de fonctionnement, dans un workflow simplifié par rapport à la PCR digitale déjà connue. Donc, tout d'abord, les mentions légales, je vous laisse les lire, étant donné que la technologie de notre PCR digital ici n'est pas à visée diagnostique. Voilà. Donc, vous connaissez, j'imagine, Qiagen pour les boîtes bleues, les boîtes rouges, également peut-être aussi pour les instruments on va dire extraction bimagnétique en colonne aussi, tels qu'Iacube, et puis également des instruments qui vont permettre de faire de l'analyse sur gel, et puis sur cartouche de gel, et puis également en qPCR. L'idée pour Qiagen, c'était de pouvoir se doter d'une technologie de PCR digitale nouvelle, on va dire un peu nouvelle génération 2.0, afin de s'affranchir de ce qu'on connaît actuellement en qPCR, à savoir les courbes standards, avoir une augmentation, bien entendu, aussi de sa précision, de sa reproductibilité, et puis une quantification en multiplexage quantitative, quelque chose qui n'est pas possible en qPCR. Pour ce faire, Qiagen a lancé 3 instruments, QIAcuity, donc QIAcuity une plaque, 4 plaques et 8 plaques. Nous allons y revenir. Tout d'abord, un petit retour sur la technologie de PCR digital en partition solide, qui en fait vient d'une société américaine, Formulatrix, qui en 2013 a mis au point cette technologie, qui a ensuite, on va dire, sorti un système de constellation permettant de réaliser 4 ans plus tard la PCR on va dire PCR digital en partition solide. En 2019, Qiagen a fait l'acquisition de cette technologie, le côté constellation de Formulatrix, pour ensuite, en 2020, lancer son premier système, QIAcuity, à base de nanoplaques. Chez Qiagen, on appelle ça des nanoplaques, qui permettent effectivement de s'affranchir, de travailler en gouttelette. La PCR, un petit retour sur les différents types de PCR, on peut en compter 3 maintenant. La PCR en point final, que l'on connaît tous des années 80, qui, elle, est purement qualitative. La PCR en temps réel, qui est utilisée maintenant depuis une trentaine d'années, qui, bien entendu, va être semi-quantitative, elle va être relative, puisqu'on va se référer à une courbe standard ou travailler en delta-delta-CT. Et puis, la dernière, la PCR digitale, qui, elle, on va appeler 3e génération, va permettre de travailler en quantification absolue. Donc, digital, tout simplement parce qu'on va avoir globalement soit un allumage d'une partition, soit un non-allumage, donc ça va être on-off. D'où le terme qui a été désigné par PCR digital. On s'affranchira donc de courbes standards, on augmentera, comme on le disait, notre reproductibilité, notre précision, on sera beaucoup moins sensible aux inhibiteurs, quelque chose de très important, bien entendu, surtout pour les échantillons difficiles. Et puis,
on est en point final, donc un petit peu comme notre PCR initial d'il y a quelques décennies. Mais ça sert à quoi? Ben, ça sert que finalement, on ne va plus avoir besoin de se référer, certes, à l'efficacité de PCR lors de la phase d'amplification. Donc, c'est un point aussi très important qui va nous faciliter la vie et améliorer encore plus, finalement, la quantification. En termes d'intérêt, la PCR digitale, depuis, on va dire, 2010, que la première commercialisation vraiment de technologie de PCR digitale a été faite, il y a quelque chose comme 6500, un peu plus de 6500 publications qui traitent à différents niveaux de cette technologie-là, et surtout dans différentes applications. Parce qu'à partir du moment où vous avez de l'ADN ou de l'ARN, à partir du moment où vous faites de la qPCR, eh bien, ce que vous faites en qPCR pourrait être adaptable très facilement en PCR digital. Globalement, comment ça va fonctionner? Sur notre technologie, ça va être un piquetage dans une nanoplaque. On va sceller la nanoplaque tout simplement avec un film autocollant, un petit peu élastique, et puis derrière, on mettra dans l'instrument, puisque notre PCR digital, en plus, est complètement intégré dans un seul instrument. Et dans l'instrument, il y aura la réalisation du partitionnement, de l'amplification, et puis derrière, de la lecture, comme vous pouvez voir ici. Mais on va y revenir. Déjà, comment expliquer le principe de la PCR digitale? Eh bien, tout simplement, comme si vous représentiez un tube avec deux cibles de 16 microlitres de volume réactionnel et que vous divisiez ces 16 microlitres en 16 partitions d'1 microlitre. Vous auriez globalement vos cibles dans chacune des partitions, ce qui va nous permettre d'augmenter, de concentrer quelque part la concentration de notre cible par rapport à son environnement. Dans la vraie vie, bien entendu, c'est ce qu'on obtient plus tôt, puisque nos deux cibles ne vont pas être seules, mais avec des inhibiteurs, avec de la compétition qui va les entourer, qui peuvent effectivement engendrer qui pourraient engendrer des problématiques d'amplification dans le même tube, en qPCR en l'occurrence. Quand on est en digital, eh bien, on va avoir nos cibles qui sont individualisées, qui seront seules pour pouvoir être amplifiées, donc beaucoup plus simple, puisque je vous rappelle qu'il y a le milieu réactionnel avec le mix, tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner et être amplifié. Et même quand il y aura, on va dire, un élément perturbateur, eh bien, il sera beaucoup moins gênant que dans un tube complet, où on va avoir en fait des modifications de température et donc des variations et des mélanges en fait, de ces inhibiteurs. On a un petit peu le principe qui nous permet d'avoir cette résistance à la fois à l'inhibition et puis également à la présence d'ADN génomique. Donc ça, c'est très bien. Après, comment ça se calcule? Eh bien, en fait, on va, au niveau de nos partitions, avoir une représentation aléatoire de la distribution des cibles dans les différentes partitions, avec une cible, ou deux, ou trois. C'est tout à fait normal qu'on puisse avoir plusieurs cibles par partition. Ça va être corrigé directement par notre mathématicien français, Simeon Denis Poisson. On va reprendre la simplification de la loi binomiale qui va permettre de faire une quantification en copie par microlitre de nos échantillons, et cela avec un intervalle de confiance de 95%. Donc, le calcul est fait automatiquement par l'appareil, bien entendu. Derrière, les avantages de la PCR digitale par rapport à la qPCR, eh bien, ils sont multiples en termes de précision, sensibilité. Quand on passera, on tourne aux alentours des 1% pour la qPCR, on est à 0,01% pour la PCR digitale. On va avoir aussi, comme on disait, une augmentation de la résistance aux inhibiteurs. Donc ça, c'est très intéressant pour nos échantillons difficiles. Notre gamme dynamique, effectivement, elle va un petit peu se restreindre, c'est clair. Mais par contre, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on pourra comparer des variations de quantité à 10% près de concentration. Donc, quelque chose qui, on va y revenir, n'est pas actuellement faisable en qPCR. Un autre avantage. On sera en quantification absolue, donc on oublie les courbes standards, on oublie les réplicas de courbes standards, on oublie les réplicas d'échantillons. Et puis, comme on est en multiplexage possible, eh bien, on pourra multiplexer jusqu'à 5 couleurs pour nos cibles. On sera bien entendu donc plus résistant aux inhibiteurs, et la reproductibilité, comme on va travailler avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'amplifications pour un même échantillon, eh bien, effectivement, la reproductibilité s'en trouvera que meilleure.
Un petit rappel par rapport à cette sensibilité qu'on va avoir et surtout les variations qu'on va pouvoir voir quand on a en qPCR un CT, globalement ici, vers un CT d'écart, eh bien, on pourra rentrer dans ce CT-là et puis faire des dilutions de 10% en 10% et se rendre compte que ce CT de variation, il pourrait nous donner jusqu'à 6 concentrations différentes en PCR digital. Donc, on augmente vraiment notre résolution et notre précision avec cette technologie-là par rapport à ce qui peut être fait jusque-là en qPCR. Pourquoi avoir choisi les partitions solides? Bien, en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, l'idée, c'est de pouvoir s'affranchir des variations de taille des gouttelettes, puisque, je vous rappelle, initialement, depuis 2010, c'est la technologie gouttelette qui était prédominante. L'idée chez QIAGEN, c'était de s'en affranchir, et donc de ne pas avoir ces variations de taille et ces risques de coalescence. Risque de coalescence avec l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Même votre ELUA peut avoir un impact sur la stabilité et la taille de vos gouttelettes. L'idée, avec les nanoplaques, c'est de travailler avec des partitions solides. Partitions qui sont déjà réalisées en production, qui ont un contrôle qualité qui est déjà réalisé en production, et donc qui s'affranchit de toute problématique de partitions à générer ou de partitions perdues, on va dire, comme il peut y avoir au niveau des gouttelettes. Deuxième élément, ça va être le fait de ne pas avoir de risque de contamination. Tout est scellé, en haut, en bas, on va le voir, au niveau de notre plaque, donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là. La lecture, très rapide, puisqu'on va lire les chambres, là on voit le dessous d'une nanoplaque 96, on va lire les chambres une par une, très rapidement. L'appareil va lire ça, le QIAcuity. Donc on va gagner du temps à ce niveau-là aussi. On aura une mise en œuvre très simple, mode qPCR globalement. Encore une fois, on dépose dans une plaque, on scelle avec un film autocollant et on dépose ensuite dans l'instrument. Et puis, le format est SBS, donc tout à fait automatisable sur un robot de pipetage. Au niveau de ces partitions valides, c'est quelque chose pour ceux qui connaissent un petit peu la PCR digitale, voilà, on aime bien avoir quelque chose qui est toujours on va dire récurrent en termes de nombre de partitions analysables. C'est ce qu'on peut voir ici sur la plaque, notre nanoplaque 8500 partitions. Eh bien, on va voir qu'on aura toujours dans les 8000 partitions analysables et ce sur une quinzaine de runs. Quand on travaille sur la 26 000 partitions, eh bien, ça tournera toujours dans les 25 400, 25 500 partitions analysables, comme vous voyez là, toujours sur 15 runs. Et c'est quelque chose de très, très récurrent qui fait qu'en fait, c'est rassurant. On n'a pas à se poser la question, quand on lance une expérience de PCR digital, de se demander au final le nombre de partitions analysables qu'on aura et si on est dans un bon jour ou pas. Donc, pour revenir au principe et au mode de fonctionnement, donc, je disais, on va déposer nos échantillons dans la nanoplaque, nos échantillons avec notre MIG réactionnel, bien entendu. On va sceller avec notre film autocollant et derrière, on dépose dans le QIAcuity. Le QIAcuity va donc générer les partitions grâce à un piston qui va pousser, augmenter la pression dans la chambre et faire rentrer le mix à l'intérieur des différentes nanopartitions. Derrière, il va amplifier et il va nous donner le résultat puisqu'il y a un scanner qui permettra de lire jusqu'à 5 couleurs de cible, plus une 6e couleur pour le fluorophore de référence. On va voir ici justement un type de résultat en multiplexage. Au niveau de la comparaison des workflows, eh bien, on a voulu quelque chose de vraiment calé en termes de timing sur la qPCR standard, 1h30, 2 heures, on va dire. C'est ce qu'on fait, puisque la totalité de la manip se fait dans les 2 heures, avec le partitionnement inclus, qui nous permet donc de générer par échantillon entre 8500 et 26 000 partitions selon la nanoplaque utilisée. Au niveau de la ddPCR, de la gouttelette, qui existe depuis longtemps, eh bien, c'est un petit peu plus long pour ceux qui connaissent, où il y a pas mal d'étapes manuelles, avec des risques d'erreur, bien entendu, qui amènent au final, avec différents instruments, à réaliser sa manip en, on va dire, 5-6 heures. Donc, l'idée, c'était de s'affranchir de tout ça, de le simplifier au maximum et d'obtenir un résultat en 2 heures. Donc, comment ça marche au niveau vraiment de la technologie elle-même? Bien, en fait, si on zoome par rapport à une nanoplaque 96, on zoome sur une chambre, on va voir notre chambre avec notre puits d'entrée où on déposera notre mix réactionnel avec nos échantillons. Et puis, les nanochambres qui sont ici. En coupe, ça représente ça. Voilà notre entrée et les nanochambres qui vont être remplies.
Donc, globalement, on a déposé notre mix avec nos échantillons. On a scellé avec notre film autocollant et un rouleau, hein, tout simplement, manuel, qui permet de sceller les plaques, comme on a l'habitude de faire en QPCR. Et on dépose l'ensemble, on dépose notre plaque, finalement, dans l'instrument, dans un KQT. Le KQT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partitionner. Donc, ce piston qui va appuyer au niveau de l'entrée et pousser à l'intérieur des nanochambres votre échantillon avec son mix. Et puis derrière, un rouleau au sein de l'instrument qui va individualiser chacune des partitions. Très important pour avoir des partitions, bien entendu, uniques et non reliées les unes aux autres, comme on peut voir ici. Derrière, il va ensuite déplacer la plaque sur son module d'amplification et puis ensuite sur son module de lecture, ce scanner. Une petite vidéo qui résume la manipulation par l'instrument. Une fois qu'on a déposé notre plaque, il y a un lecteur code barre qui permet de détecter, bien entendu, et de suivre totalement les plaques utilisées, sachant qu'on a une traçabilité totale. L'instrument SFR 21 part 11, ainsi que le logiciel, bien entendu, avec un audit trail associé. Il dépose donc sa plaque au niveau du module de partitionnement et les petits pistons qui vont appuyer sur le film élastique, pousser à l'intérieur le mix et remplir nos nanochambres. Un rouleau dessous va les individualiser. Donc, ce qu'on voyait schématiquement tout à l'heure, bien le voilà, réalisé par le KQT. Une quinzaine de minutes, 15-17 minutes pour faire ce partitionnement. Derrière, transfert de la plaque, de la nanoplaque au niveau du module amplification. Là, on pourra bien sûr programmer ce qu'on veut en termes de temps, de température et de nombre de cycles. Sachant qu'en plus, on peut rajouter des cycles. Si on souhaite, dans un même protocole, après une lecture, on peut rajouter des cycles, une dizaine de cycles, et refaire une lecture, et encore en rajouter. On peut faire ça plusieurs fois. Ça permet, quand on est en phase d'optimisation, finalement, eh bien, de faire différents essais, de voir au bout de combien de cycles on a le meilleur résultat, la meilleure séparabilité. Et derrière la lecture, au niveau du scanner, avec nos 5 couleurs pour les cibles et la 6e pour le fluorophore de référence, et derrière une caméra CCD, plutôt en dessous, qui va enregistrer toutes les émissions de fluorescence. Toutes ces informations sont transmises au logiciel sur l'ordinateur qui est fourni avec, qui va permettre de quantifier automatiquement nos résultats. Donc ça, c'est pour le mode de fonctionnement et l'instrument associé, ou les instruments, puisqu'on retrouvera ce même mode de fonctionnement à la fois sur les KQT1 qui sont 2 couleurs et 5 couleurs, mais également sur les KQT4, 4 plaques, ou le 8 plaques, sachant que c'est vraiment des systèmes avec un chargement continu, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos 4 plaques en même temps et récupérer la première qui est terminée, en remettre une, ou alors les mettre une par une, comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des plaques différentes avec des protocoles différents sur chacune des plaques. Et ça pour les deux, les KQT4 et les KQT8. Donc complètement indépendant, comme si vous aviez, on va dire, 4 KQT1 ou 8 KQT1 en un. Ils sont pourvus, ces instruments, bien sûr, de modules de partitionnement, d'amplification et puis de lecture, sachant que pour le KQT8, il y a 2 thermocycleurs qui vont nous permettre de gagner du temps. Puisque au niveau du timing, pour un run en KQT1, on va tourner dans les 2 heures, avec un nombre de plaques sur une journée de, on va dire, de 8 heures, à peu près de 384 échantillons en plaque 96 ou 96 échantillons en plaque 24. Pour le KQT4, eh bien, en 5 heures, on réalisera 4 plaques, avec 2 heures pour la première, et puis toutes les 60 minutes, une plaque supplémentaire. Et puis pour le 8, eh bien, ça sera aussi 5 heures, on va dire, parce qu'on a un deuxième thermocycleur qui nous permet de gagner du temps. Donc là, on commence vraiment à augmenter dans le nombre d'échantillons par jour, donc vraiment une flexibilité, dans une modularité dans le nombre d'échantillons et finalement de débit que vous avez dans le laboratoire. Au niveau de l'encombrement, eh bien,
Le KQT1, très petit système, 38 cm, à peu près la largeur d'un QPCR. Bon, certes, il est un petit peu plus haut, c'est vrai, mais en tout cas, il ne prend pas beaucoup de place sur une paillasse. Et le KQT4 et 8, ils sont guère plus larges, 60 cm, et pas très lourds non plus. Donc, facilement intégrable sur une paillasse. Au niveau des fluorophores, eh bien, bonne nouvelle, en PCR digital, on travaillera exactement avec les mêmes fluorophores que vous utilisez déjà en QPCR. On changera juste le Cybergreen par l'Evagreen. Voilà, une molécule qui fonctionne mieux, qui est plus intense et plus régulière dans son intercalation. Et puis, il y a également des fluorophores alternatifs qui sont tout à fait fonctionnels au sein de nos KQT. Donc voilà pour les 5 couleurs qui peuvent fonctionner sur le KQT. Au niveau de l'instrument et du logiciel, plus exactement, eh bien, on va avoir la possibilité d'avoir soit directement le logiciel sur l'ordinateur à côté du KQT, soit la possibilité de le mettre dans une web application et donc, en fait, d'avoir la possibilité à distance à la fois de faire son protocole et donc qu'il soit transmis au KQT, mais également de recevoir les résultats à distance. Donc, quelque chose qui est assez pratique dans les laboratoires où il est possible d'installer le logiciel. Je vous rappelle, le logiciel, il est gratuit. Les licences ne sont pas payantes. Vous pouvez directement y accéder, le télécharger par notre site Internet. En termes de résultats, au niveau du logiciel, ça sera à la fois un tableau Excel avec toutes les informations habituelles, pour chaque échantillon, pour chaque cible de chaque échantillon, on aura une concentration en copies par microlitre avec le nombre de partitions positives, négatives, et puis également le coefficient d'incertitude de la loi de Poisson inclus dedans. Mais en plus, vous pourrez réaliser vos propres rapports et y ajouter ce type d'informations, à la fois votre plaque brute de résultats, un histogramme, bien sûr un dot plot 1D, très utilisable et très parlant, on va dire, puisqu'on aura notre cluster positif, négatif et notre seuil de détection. Pareil pour le 2D, quand on a un multiplexage. Le signal map aussi qui finalement correspond au nombre de partitions positives pour une couleur donnée, donc c'est très parlant, très imagé de la concentration qu'on aura là. Le heatmap, qui va nous permettre d'avoir, en fonction de la concentration ou du nombre de partitions positives, des carrés là pour une plaque 96 qui seront plus ou moins foncés. Un point diagramme et puis un concentration diagramme directement intégré par le logiciel et calculé par le logiciel suite. Au niveau des plaques, on va vous proposer jusqu'à 4 plaques. 4 plaques avec différents nombres de puits et différents types de partitions, de nombre de partitions. Donc, on aura la 24 puits, 26 000 partitions, très utilisée. La 8 puits, 26 000 partitions, qui vient d'arriver et qui est maintenant commandable, tout à fait. La 24 puits, 8500 et la 96, 8500. Vous allez me dire, pourquoi utiliser 26 000 ou 8500 ou inversement? Bien, en fait, ça dépend de ce que vous faites et de votre application. Quand vous aurez des détections de mutations rares, vous allez travailler avec des échantillons compliqués, avec beaucoup d'inhibiteurs, type biopsie liquide, détection de pathogènes dans le sol, dans les plantes. Eh bien, effectivement, la 26 000 vous permettra de tirer le meilleur et d'avoir la meilleure sensibilité. C'est vrai. En revanche, quand vous voudrez faire des comparaisons de CNV, quand vous voudrez travailler sur une quantification de librairie de NGS ou du contrôle qualité de CRISPR, voire même d'expression génique, eh bien, vous allez comparer des quantités qui sont tout à fait présentes les unes par rapport aux autres, à 10%, je vous rappelle, près finalement. Et pour ça, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser la 8500 qui, elle, va vous permettre de réaliser ces concentrations, ces quantifications sans aucun souci, sachant que la 8500 est moins chère que la 26000, donc à voir. Et qu'en plus, on va pouvoir monter à 96 puits, donc très intéressant au niveau du débit. Ça s'adaptera vraiment par rapport, encore une fois, à vos besoins. Au niveau des mix, on va avoir différents types de mix. Mix sonde, donc jusqu'à nos 5 couleurs pour les cibles. Le mix Evagreen, comme je vous disais, on tournera en Evagreen et pas en Cybergreen. Et puis le mix One Step Advanced Probe pour
directement de l'ARN, la quantification de l'ARN en one step. Sachant qu'en plus, on a retravaillé notre mix pour qu'il soit avec une RT hot start qui permet de préparer votre plaque des heures à l'avance sans risque d'avoir des variabilités dans vos résultats. Donc, trois types de mix optimisés pour fonctionner avec le QIAQT. Pour la préparation, bien entendu, on peut le faire manuellement. On peut également le faire de façon automatisée avec un adaptateur qui va nous permettre de bien caler les plaques et de se positionner sur notre instrument de liquid handling, le QIAgility, pour préparer directement d'une seule étape, on va dire, les nanoplaques avant le passage sur le QIAQT, en s'affranchissant d'une plaque intermédiaire de mélange. Donc, très intéressant. Sachant qu'on peut également travailler avec ce portoir sur différents types de robots de pipetage. Les applications, elles sont vastes. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous avez de l'ARN ou de l'ADN, vous allez pouvoir travailler et faire de la détection de mutations, de CNV, bien entendu faire de l'expression génique, très intéressant, et du miRNA. On va parler plus exactement de la thérapie génique, de tout ce qui est gène and cell thérapie, de contrôle qualité de CRISPR, mais également aussi de SNP, de microbiome, de détection de pathogènes, d'OGM, de validation de NGS, notamment au niveau de la quantification des librairies, et puis carrément de la quantification de standards, notamment au niveau viral, puisque on peut avoir une titration directe, puisqu'on est en quantification absolue. Au niveau de thérapie génique, cell and gene therapy, eh bien, la PCR digitale et notre PCR digitale est utilisée à bien des égards, que ce soit pour la titration virale, l'expression génique, comme on disait tout à l'heure, pour le nombre de copies de transgènes intégrés, mais également la présence d'ADN résiduel de contaminants. Et ça, à la fois au niveau des AAV, mais ça peut se faire aussi au niveau de la quantification du nombre de vecteurs pour tout ce qui est CAR-T-cell. Pour le côté AAV et détection d'ADN résiduel, nous avons un kit à présent, ou plutôt 3 kits, qui, en fonction des hôtes, vont vous permettre de détecter de façon très simple, avec un workflow assez linéaire. Vous mettez vos échantillons globalement dans le mix, et puis vous faites votre mélange dans une plaque intermédiaire avant de le déposer dans la nanoplaque et de lancer un run en QIAQT. Et ça, à la fois pour du CHO, on en a pour E. coli et EGG 293. Donc ça, c'est des kits qui sont déjà validés et qui sont déjà disponibles à la commercialisation. Voilà les différentes références en fonction de ce que vous voulez faire et de vos besoins, sachant qu'un kit permet de faire jusqu'à 96 réactions. En termes de résultats, on va avoir la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de descendre jusqu'à 5 femtogrammes de détection d'ADN résiduel. On va avoir la possibilité de travailler sur des standards. Donc, quand on fait une gamme de standards, eh bien, on voit l'extinction passant de 50 picogrammes en dilution de 10 en 10 jusqu'au 0,05 picogrammes de détection. Le contrôle positif nous permet de descendre de 4000 copies à 40 copies, qu'on peut voir ici, qui correspond à peu près à 1,3 copies par microlitre, quand on était à 0,6 copies microlitre pour les 5 femtogrammes de détection. Et puis un contrôle interne qui est fourni avec le kit, qui lui va nous permettre, bien entendu, de contrôler que nous n'avons pas d'inhibition qui aurait perturbé notre quantification. Donc ça, c'est pour un des kits de détection d'ADN résiduel. On a également les kits de quantification d'AAV, toujours le même workflow de préparation, de dépôt dans une plaque intermédiaire et finalement de transfert dans la nanoplaque pour lancer l'amplification, on va dire le partitionnement et l'amplification et la lecture sur les QIAQT. Ici, on va avoir jusqu'à 10 essais différents que l'on a validés et la possibilité de les multiplexer déjà jusqu'à 3 couleurs qui ont déjà été optimisées pour cela. Sachant qu'on pourra rajouter, puisqu'on est, je vous rappelle, un 5-plex, on pourra rajouter jusqu'à 2 gènes d'intérêt en plus, dans 2 autres couleurs, bien entendu. Donc, au niveau des cibles, on pourra avoir à la fois de l'ITR, du CMV, le promoteur et l'annonceur, à chaque fois avec une couleur différente, si on le souhaite,
On a également le SV40, promoteur PolyA, le BGH, le AGH, et puis GFP, WPRE et la résistance à l'ampicilline. Tout ça avec la possibilité de choisir ces fluos pour chacun d'entre eux, jusqu'à 3, comme on disait tout à l'heure, et rajouter, on va dire, en orange et en red, ces deux GOI, deux gènes d'intérêt, si on en a besoin de rajouter des gènes d'intérêt. Donc, ça laisse vraiment beaucoup de flexibilité. Une nouveauté qui a été lancée le mois dernier, eh bien, c'est la possibilité de faire la lise directe en fait, de vos AAV pour simplifier le processus. Dans le processus, effectivement, après la lise cellulaire, eh bien, la lise des capsides, très intéressante, qui peut, on le sait, avoir des variations au sein des laboratoires. Bien, l'idée, c'était de la simplifier pour ensuite pouvoir directement enclencher la quantification de l'AAV, puisque, bien entendu, le kit est tout à fait fonctionnel avec notre kit de détection des AAV, quantification d'AAV. Donc, le CGT Viral Vector Lysis Kit, qui a été, je vous dis, lancé le mois dernier. C'est tout frais. Voilà un des premiers résultats. On a voulu comparer ça avec une application note de résilience qui a mis au point en fait son propre, qui initialement avait mis au point sa propre liste d'AAV, de capsides. Et en fait, on a voulu voir les résultats obtenus entre la résilience, le chiagène, sans digestion des ITR et avec digestion des ITR. Et on voit effectivement une amélioration, même au niveau du protocole résilience, de la quantité de génomes viraux présents, et encore plus avec le kit de lise chiagène. Voilà, ce qui est expliqué ici, est représenté ici. On passe de 16% à 25% avec la digestion des ITR et de 17 à 25%. Donc vraiment une amélioration, y compris au niveau, bien entendu, du kit de lise chiagène. On passe de 57 à 69% et de 55 à 65%, que ce soit pour CMV-P ou l'annonceur. Voilà globalement les nouveautés, les différents kits que l'on peut vous proposer. Je vous invite à nous contacter pour en parler davantage et puis vous faire une présentation, si vous souhaitez, dessus de façon plus détaillée. On a également au sein de notre gamme la possibilité de commander des essais prêts à l'emploi sur GenGlobe, notre site internet, que ce soit pour la détection de mutations, de CNV, d'expression génique, et puis également la possibilité de les créer pour vous, de les designer. Vous pouvez les designer, on peut les designer pour vous en fonction de vos besoins. Dans cette gamme-là, on va avoir plus de 200 essais de détection de mutations, avec en plus la technologie ELENA. C'est une technologie qui permet de lock nucléique acide, qui permet d'être beaucoup plus affin et donc de finalement beaucoup plus maîtriser, on va dire, la taille en plus de nos amplicons, de nos sondes, pardon, et de nos amorces. Au niveau de la taille ensuite de nos amplicons, ça peut être très intéressant. Au niveau du CNV, pareil, principalement en Evergreen, on a jusqu'à 200 essais disponibles. Pour l'expression génique, on en a beaucoup plus, parce qu'en fait, ça vient globalement de la possibilité de transférer tout ce qui est en QPCR en digital PCR, à savoir notamment nos miRNA. On a un certain nombre de miRNA qu'on a transposés, puisque le passage de l'un à l'autre est très transparent, très linéaire. Et puis, également, une gamme microbial détection qui se compose d'à peu près 700 cibles, que ce soit à la fois bactériennes, au niveau fongique, viral, et puis des résistances, des cibles de résistance et de virulence aux antibiotiques. Donc tout ça est disponible sur notre site GenGlobe. Voilà ce que je souhaitais vous présenter. Maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation très claire et je trouve même très pédagogique pour avoir pu présenter la différence entre les PCR, QPCR et DPCR et DDPCR, du coup.
Voilà, donc merci beaucoup pour ces éléments. D'ailleurs, moi maintenant, je suis incollable hein, sur la technologie des PCR, donc je suis ravi et de ces applications en thérapie génique. On va prendre une première question. N'hésitez pas, bien entendu, à poser vos questions dans le fil de discussion au QR. Une première question de Quentin Demort de Quality Assistance qui demande est-ce que les puits d'une plaque partiellement remplie sont perdus ou peut-on les réutiliser pour une analyse ultérieure? Alors, les puits des plaques, en fait, sont utilisables une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on les scelle, comme je rappelais tout à l'heure, on les scelle complètement, par le haut, bien entendu, au niveau du film que l'on place, mais par en dessous aussi, où il y a un rouleau qui va individualiser toutes les partitions de chacune des chambres, pour éviter tout risque de contamination. Donc, en fait, on a fait le choix de ne pas pouvoir réutiliser une plaque pour éviter des phénomènes de contamination. En revanche, quand on veut travailler sur des petites séries, pour éviter de gaspiller, parce que je comprends la question sous-jacente, on a la plaque 8 qui, elle, 8 puits, 26 000 partitions, qui, elle, permet de faire des toutes petites séries. Alors, puisque on parle de plaques, justement, là, j'ai bien vu que les plaques, elles avaient un format particulier. Donc, ces plaques, est-ce que tu peux nous donner à la fois, tu parlais d'un espace Internet pour les commander, et également leur date de péremption? Oui, alors on peut, effectivement, sur notre espace Internet, on peut trouver toutes les références. Et puis après, je vous invite à vous mettre en contact avec votre représentant commercial Qiagen ça permettra de vous faire un devis. Vous lui envoyez un petit mail et il pourra vous faire un devis. Au niveau des dates de péremption, ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles n'ont pas vraiment de date de péremption. C'est aussi un avantage par rapport à ce qui se faisait jusque-là. C'est que comme c'est du plastique, eh bien, on va dire un an et demi, mais globalement, il n'y a aucune raison que ça s'abîme en les gardant à température ambiante dans un laboratoire. Donc, on n'est pas vraiment limité à ce niveau-là, et pour la logistique, c'est assez pratique. Toujours sur ces plaques, Thomas Henry nous demande, d'abord, il te remercie pour la présentation et il dit, si j'ai bien compris, les nanoplaques sont à usage unique, quid de si on ne veut pas utiliser, enfin, si on ne veut utiliser que la moitié de la plaque? Voilà, ben c'est un petit peu la question d'avant, c'est que on a sorti justement les plaques 8. On avait avant les plaques 24 et les plaques 96 qui permettaient déjà d'avoir une certaine flexibilité. On a sorti récemment la plaque 8 qui permet vraiment de s'affranchir de ça et puis de perdre effectivement une partie de la plaque si on n'en a pas besoin, puisque là, 8 échantillons, ça permet globalement, avoir moins de 8 échantillons, c'est possible, mais quand on a mis ces contrôles positifs, contrôles négatifs et quelques conditions au niveau de ces échantillons, les 8 puits, ça va assez vite. Donc, on n'a pas de perte en règle générale. Et puis, quand on veut augmenter un petit peu en débit, la 24 puits permettra, 26 000 permettra de le faire. Et puis, si on veut passer en 8500, parce que finalement, on n'a pas besoin de cette sensibilité accrue, comme je disais. Et donc, dans ce cas-là, on a la 24 puits 8500. Et après, on peut augmenter aussi à 96 puits avec la 96 8500. Donc, on a toute cette gamme de plaques avec un nombre de puits variable pour pouvoir s'adapter au mieux au flux dans le laboratoire et aux besoins. Une autre question de Mathieu Moncan qui souhaite quantifier de façon précise et spécifique l'expression d'isoformes d'ARN messager issus d'un même gène. Première question, est-ce que la DPCR sera en mesure de l'aider à atteindre cet objectif? Et si oui, deuxième question, est-ce que vous proposez un service à distance pour réaliser de la DPCR, ne disposant pas en effet de matériel adéquat et ne sommes pas en mesure d'acheter la machine à l'heure actuelle? En revanche, nous pouvons, pour commencer, demander une analyse extérieure sur des gènes candidats. Alors, je reprends la question. La première question par rapport à l'expression d'isoforme d'ARN messager, dans la mesure où vous pouvez designer, on va dire, deux sondes différentes, avec ou pas les mêmes amorces, on pourra tout à fait détecter, même dans un même puits, finalement, les deux types d'isoformes présentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Il faut juste avoir, bien entendu, deux sondes spécifiques, hein, jusqu'à un nucléotide près, c'est tout à fait jouable. En parallèle de ça, la deuxième question, c'est est-ce que vous proposez un service à distance pour réaliser la DPCR? On ne propose pas forcément de service à distance.
En revanche, si vous avez un projet d'achat, j'ai bien compris que pour le moment, vous n'aviez pas de possibilité d'acheter une machine, on peut venir vous faire une démonstration, ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Si vous n'avez pas de projet d'achat pour le moment, on a des clients qui font des prestations, effectivement en France, qui sont déjà équipés, on a plus de 50 systèmes déjà installés en France, qui peuvent tout à fait prendre en considération ce type de prestations et finalement vous faire goûter un petit peu à la PCR digitale et à la puissance d'analyse qu'il y a derrière. Donc, je vous invite à vous mettre en relation avec nous, avec votre représentant commercial et moi-même, et avec plaisir, on pourra en discuter. Mathieu qui précise effectivement qu'ils ont commencé à designer des sondes TACMAN, effectivement. Voilà, ben, ça sera, voilà, tout à fait. On pourra tout à fait travailler avec ces types de sondes. Essayez dans ce cas-là de prendre deux couleurs différentes. Euh, Même si vous pouvez les éloigner au niveau longueur d'onde, c'est encore mieux. Globalement, ça se fait en bleu et en vert, hein, du FAM et puis de l'ex. Ça marche très bien. Et ça vous permettra d'avoir en un puits, finalement, toutes les informations que vous recherchez. Autre question de Quentin Demeure, le kit de détection CHO montre assez bien de pluie, plus que le kit d'Escherichia coli, par exemple. Quelle est la source de ce phénomène qu'on essaie généralement de limiter au maximum? Est-il problématique ici? C'est une très bonne question. Ben, effectivement, on peut voir quand on travaille sur la détection d'ADN résiduel, ben, un petit peu de pluie parce que ben, on va quand même amplifier des choses qui sont déjà avec différents. On a des couples d'essais qui sont à l'intérieur de notre kit qui vont permettre de détecter un maximum d'ADN résiduel. Et donc, forcément, qu'on n'aura pas forcément une belle bande nette en détection comme on peut avoir quand on a une seule cible. Et ça peut se matérialiser sur un peu de pluie mais qui, en fait, en termes de quantification, est super robuste parce qu'en quantifiant ça et en comparant par rapport à d'autres techniques qui avaient été faites depuis longtemps, on a obtenu, sur les dernières démos que j'ai faites, on a obtenu vraiment quelque chose de très, très similaire. Donc, cette pluie-là, c'est vrai que ça paraît pas joli, mais en l'occurrence, quand on travaille sur l'ADN résiduel, c'est un petit peu particulier et on ne peut pas trop la faire disparaître parce que je vous disais, on travaille en fait sur différentes cibles sur cet ADN et donc on va avoir différentes efficacités et donc pas forcément une bande qui à 40 cycles va vraiment permettre d'avoir quelque chose de propre et une belle séparabilité associée. Donc, ce n'est pas un souci, ça se voit, ça peut s'observer plus pour effectivement un type de cellulose qu'un autre, mais c'est tout à fait quantifiable et extrêmement précis. Et c'est vrai que ça peut interroger. Ouais. Une autre question de Thomas-Henri de Quality Assistance qui demande: avez-vous fait des études de robustesse pour comparer votre technologie à une DDPCR classique? Est-ce que le fait de vous être affranchi de la génération de gouttelettes rend la technique moins analyste dépendante? Oui, ben, effectivement, on sait qu'il y a eu des analyses de robustesse, hein, il y a des publications, il y a de la littérature là-dessus pour montrer qu'effectivement, ben déjà, comme je parlais tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est même également présent et qu'on peut retrouver dans des publications où il s'avère que des variations de taille de gouttelettes, c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut être fréquent même des fois, et assez embêtant au niveau de l'analyse, puisque, je vous rappelle, l'appareil va invalider toutes les gouttelettes qui n'ont pas la bonne taille. Et donc, ben, vous allez perdre à la fois de la sensibilité, mais en plus de l'information génétique, puisque tout ce qui va être dans les gouttelettes qui n'ont pas été analysées, eh bien, sera perdu. Donc, c'est la double peine, on va dire, ce qui n'est pas le cas avec les partitions solides, comme j'expliquais, puisque on remplit les partitions, ou plutôt l'appareil le fait, et puis derrière, on peut directement quantifier. Donc, ça simplifie grandement la chose et ça robustifie surtout le fait d'avoir un nombre de partitions analysables toujours le même, sans avoir de risque de variabilité comme on peut le voir malheureusement en gouttelette. Et est-ce que effectivement c'est moins analyse dépendant? Bien, oui aussi, parce que sur le processus total de la DDPCR, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a un certain nombre de manipulations manuelles à réaliser sur différents instruments pour pouvoir générer ces gouttes, les transférer, transférer sur une plaque, ensuite lancer l'amplification, puis ensuite lancer l'analyse.
Tout ça, ben, ça peut être source d'erreur, bien entendu. On peut abîmer également ces gouttes avec l'épiquetage. Ils n'aiment pas. Hein. Mécaniquement, les gouttes peuvent se détériorer. On peut en perdre. Ça fait de la coalescence. Donc, oui, des variabilités, il y en a. Et on a pu observer effectivement ces variabilités-là. Donc, le fait de travailler avec une technologie beaucoup plus simple, au niveau de la PCR en temps réel, ben, ça vous simplifie tout ça. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de la génération des gouttelettes, de leur stabilité, de compter le nombre de gouttelettes qui ont été analysées au final. Pardon. Et au final, vous allez juste vous concentrer sur le résultat de votre analyse, et puis ben, de voir si vous avez besoin d'optimiser ou pas quand vous faites les premiers runs, sachant que le passage QPCR à DPCR est extrêmement transparent. Vous pouvez utiliser vos oligos de QPCR et les passer directement en PCR digital. Ça marche, je dirais 98%, très bien, sans aucune modification. Et dans quelques cas, il faut un petit peu ajuster, soit les temps de run, éventuellement la stringence au niveau de la température d'un ligne, des petites choses, mais rien de bien grave. Si vous avez une QPCR qui marche, en digital, ça marchera forcément très bien. Et vous pourrez descendre en sensibilité, comme on disait tout à l'heure, jusqu'à détecter des événements rares qui sont normalement QPCR indétectables. Donc oui, ça robustifie, oui, et c'est moins analyse dépendant. Merci Sébastien. Est-ce que tu peux revenir sur, tu parlais tout à l'heure justement de multiplexage, est-ce que tu peux revenir sur ce que propose justement votre technologie? Oui, alors la technologie va permettre en fait de détecter dans un même puits jusqu'à 5 cibles, de 5 couleurs différentes. Donc ça, déjà, ça permet de gagner en robustesse, hein, puisque ça évitera de faire un puits, un échantillon, bien entendu. Vous aurez tout dans le même puits, donc moins de risque de piquetage. Et puis, également, vous allez économiser quelque part, parce qu'au lieu de faire 5 puits avec 5 mix, eh bien, dans le même mix, vous ferez les 5 couleurs. Donc, plusieurs avantages au niveau multiplexage. Et ça, c'est pour les cibles. Et puis, une 6e couleur qui permet, elle, de nous détecter un référent, un fluorophore de référence qui, en fait, nous permet de compter toutes les partitions négatives. C'est extrêmement important pour que la loi de Poisson, bien entendu, puisse s'appliquer. D'accord, très bien. Mais écoute, je crois qu'on n'a plus de questions de la part de nos spectateurs et participants. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire et de te remercier, Sébastien, pour cette présentation et également toutes ces réponses précises aux très bonnes questions qui ont été posées par nos participants. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci, hein, Sébastien, pour la préparation et l'animation de ce webinaire aujourd'hui. Et puis, pour ma part, je vous donne tous rendez-vous en présentiel dans maintenant quelques semaines, les 7 et 8 juin prochains à Évreux pour les journées Pôle Pharma du biotesting 4e édition, cet événement annuel dédié aux stratégies analytiques pour accélérer le développement et la production des médicaments de thérapie innovantes. Merci à tous et je vous dis donc à très vite. Merci Sébastien. Merci bien, merci à tous. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.